Jean-Jacques Bourdin. Olivier Faure est notre invité, premier secrétaire du Parti Socialiste. Olivier Faure, bonjour. Bonjour Jean-Jacques Bourdin. Merci d'être avec nous, ça fait longtemps qu'on vous attendait. Vous avez honoré l'invitation. Merci. Richard Ferrand, président du Conseil constitutionnel, point d'interrogation. Emmanuel Macron propose son nom. Y êtes-vous opposé ? Bon, d'abord, je voudrais quand même qu'on rappelle ce à quoi sert le Conseil constitutionnel. Cette affaire est sérieuse. On a là, en fait, un juge, une Cour suprême, dit-on aux États-Unis, c'est tout à fait le cas en France, mais enfin c'est l'arbitre des élections, c'est l'arbitre qui interprète l'ensemble des textes constitutionnels, qui fixe la jurisprudence en la matière, qui aussi a vocation à être l'instance qui, à chaque étape, dit ce qui est acceptable pour un référendum, par exemple, qui doit interpréter la Constitution, dire, par exemple, si demain le chef de l'État devait démissionner, est-ce qu'il peut ou pas être candidat à sa propre succession, puisqu'il n'aura pas assumé 2 mandats complets. Voilà donc ce à quoi sert le Conseil constitutionnel. Et s'agissant aujourd'hui de la nomination de Richard Ferrand, la question c'est de savoir si il est en capacité de garantir le fait que c'est sa compétence et non pas sa connivence avec le chef de l'État qui est à l'origine de sa nomination. Alors, êtes-vous opposé à cette nomination ? Moi, je souhaite que dans l'audition qui va maintenant intervenir devant les 2 commissions des lois du Sénat et de l'Assemblée, il apporte ses garanties, qu'il puisse dire ce en quoi il est prêt à rompre avec le chef de l'État. Les socialistes s'y opposeront, s'opposeront à cette nomination. La décision n'a pas été prise, donc je ne peux pas dire si on s'y opposera ou pas. Ce que je souhaite, c'est qu'il puisse, lui, expliquer devant les commissions en quoi il ne sera pas celui qui, le matin, est au Conseil constitutionnel pour juger des lois qui sont adoptées par le Parlement, et le soir, celui qui vient chuchoter à l'oreille du chef de l'État. C'est pas compatible. Il y a un moment où il faut faire un choix, et donc, est-ce que Richard Ferrand est capable de faire ce choix, capable de dire « je serai dans l'impartialité ». Mais s'il vous dit cela, vous approuvez ? Je ne dis pas qu'on approuvera. On est en l'opposition et je vous rappelle qu'il faut 3/5 du Parlement pour s'opposer à sa nomination. Exact. C'est beaucoup. Donc la réalité, c'est qu'il n'y a pas 3/5. L'opposition ne représente pas 3/5. Donc il a toutes les chances d'être en réalité approuvé parce que au fond, la Constitution telle qu'elle a été modifiée en 2008 par Nicolas Sarkozy ne permet pas de faire l'inverse. Moi, je souhaiterais que ce soit l'inverse, c'est-à-dire qu'on est pour des fonctions de cette nature, non pas 3/5 pour s'y opposer, mais 3/5 pour approuver. Ce qui obligerait à avoir là des figures qui présentent l'avantage de l'impartialité. Bien, dans tous les cas, a priori, vous n'êtes pas opposé à la nomination, je dis a priori, à la nomination de Richard Ferrand. Non, je ne dirais pas des choses comme ça. Je dirais que il existe un doute sérieux sur les compétences, sur vous avez un doute sur ses compétences. Vous avez un doute sur ses compétences juridiques, son impartialité. Et un doute sur son impartialité, et donc c'est à lui maintenant de les lever et de dire quelles sont les garanties qu'il apporte. Tout à l'heure, vous avez rappelé, ou Elisabeth Lévy a rappelé qu'il avait été celui qui avait appelé à un 3e mandat du chef de l'État. Je viens de vous dire que, par exemple, si le chef de l'État démissionnait, il y aurait une interprétation à avoir de la Constitution pour savoir si le président de la République, n'ayant pas assumé 2 mandats complets, est en mesure de se représenter ou pas. Ce sera l'affaire du Conseil constitutionnel. Ce que j'observe aussi, c'est qu'aujourd'hui, nous avons 3 nominations. Les 3 nominations sont 3 nominations très politiques en réalité. Vous avez l'ancienne députée Wisniewski pour Yaël Braun-Pivet, et pour le président du Sénat, vous avez Philippe Bas qui a été président de la commission des lois, certes, mais qui est aussi d'une personnalité éminente des Républicains. Et donc là, nous allons avoir au terme de ces nominations 7 membres sur 9 qui auront été nommés par la majorité actuelle. Ce qui pose quand même une question sur l'impartialité. Et moi, ce que je souhaite, c'est que les Français, quand ils voient une décision du Conseil constitutionnel, ils puissent se dire, cette décision, en réalité, c'est une décision qui est impartiale. C'est important d'avoir aujourd'hui les apparences de cette impartialité. Si ça n'est pas le cas, le risque, c'est d'avoir une dissociation progressive entre les Français
et le juge constitutionnel, Bien. à un moment où nous avons besoin, au contraire, d'asseoir l'état de droit. Avant de parler de politique française, de reparler de politique française, je voudrais partir sur l'étranger. Donald Trump a publié une vidéo sur ses réseaux sociaux montrant Vladimir Poutine déclarant que les élites européennes se tiendront bientôt au pied de Trump et remueront doucement la queue. Voilà ce qu'a dit, ce qu'a publié Donald Trump, qui ajoute, il évoque dans une interview à Fox, c'était hier soir, la possibilité que l'Ukraine devienne russe un jour. C'est assez consternant. Et nous avons là quelqu'un à la fois qui est grossier, ça n'est pas nouveau, mais qui est totalement désinhibé et qui, au fond, alors on dit qu'il est dans une logique transactionnelle, pour ne pas dire qu'il se comporte trivialement comme tout à l'heure... Robert Ménard parlait d'un épicier. Eh bien voilà, un épicier. En tout cas, c'est une injure pour les épiciers, parce que la réalité, c'est qu'il est aujourd'hui l'homme qui brave à peu près toutes les règles de droit. Nous avons cherché pendant des décennies à installer un droit international qui puisse s'appliquer partout, en tout lieu et à toute personne et à tout gouvernement. Et voilà que nous avons une espèce d'éléphant dans le jeu de quilles qui aujourd'hui cherche à non pas permettre justement cet état de droit partout, cet état de droit international, mais qui est dans une logique qui est purement personnel et qui ne vise qu'une seule chose, satisfaire les intérêts des Américains. Ça n'est pas possible. Et ce que j'entends sur l'Ukraine, vous vous rendez compte qu'on est en train d'expliquer que l'Ukraine pourrait, sur un coup de dé, être russe, être ukrainienne. Au fond, peu importe, la seule question qui compte, c'est de savoir qui, demain, pourra exploiter les terres rares ukrainiennes. Mais quelle folie! Comment peut-on accepter, et comment l'Europe peut-elle accepter de rester muette à un moment où vous avez quelqu'un qui attaque de manière aussi claire nos intérêts? Et je le dis pour l'Europe, mais je le dis aussi pour ce qui se passe aujourd'hui avec Gaza. Comment peut-on avoir un président américain qui considère qu'il a droit, en fait, de déplacer les populations et de procéder à un nettoyage ethnique d'abord, puis ensuite d'expliquer qu'ils envoient les Palestiniens en Égypte ou en Jordanie, puis expliquer aux Jordaniens et aux Égyptiens que s'ils n'obtempèrent pas, eh bien, il les privera de toute aide. De quoi cet homme est-il fait? Et donc, nous sommes là face à quelqu'un qui est totalement désinhibé, un danger pour le monde, effectivement. Quand on pense qu'aujourd'hui nous avons à la fois à l'ouest nous avons Donald Trump, vous descendez plus bas, vous avez Milei, et vous allez à l'est, vous avez Poutine, vous avez Khamenei, on est dans un monde qui est un monde devenu dangereux. Et c'est la raison pour laquelle la boussole que nous devons nous avoir en France, c'est de se poser la seule question qui vaille, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait pour que l'Europe reste le point d'équilibre dans un monde devenu dangereux. Et c'est la raison pour laquelle, pardon de cette allusion qui peut-être peut vous paraître un peu éloignée du sujet, mais c'est la raison pour laquelle je me bats, et c'est ma boussole constante, pour que l'extrême droite ne puisse pas l'emporter ici, parce que ça déstabiliserait définitivement le continent européen, et ce serait là... Est-ce que, puisque vous parlez de l'extrême droite en France, du Rassemblement national, est-ce que pour le Rassemblement national, la meilleure chance de victoire, c'est Jean-Luc Mélenchon? Est-ce que le face-à-face avec Jean-Luc Mélenchon est la meilleure chance de victoire pour le Rassemblement national? C'est possible parce que... Non, mais c'est possible ou pas? Oui, c'est possible. C'est oui ou non? Vous le pensez? Oui ou non? Je vous réponds. Je vous dis que ce qui est vraisemblable, c'est qu'un deuxième tour qui opposerait Jean-Luc Mélenchon à Marine Le Pen permettrait à Marine Le Pen d'étendre sa propre sphère d'influence, non pas simplement à l'extrême droite, mais aussi à une large partie de la droite. Elle permettrait de cristalliser droite et extrême droite. Donc c'est une chance. Jean-Luc Mélenchon. Et donc le risque aujourd'hui pour Marine Le Pen. Je ne vais pas dire les mots, je ne le dirai pas comme ça, mais je dirais que effectivement, il est certainement celui qui aujourd'hui présente le plus de risques dans un second tour, parce qu'il est celui qui permet, plus détesté que Marine Le Pen par les Français, eh bien, il peut être l'occasion pour Marine Le Pen de franchir le seuil de l'Élysée. Mais vous êtes un allié d'Emmanuel Macron, c'est ce que dit Jean-Luc Mélenchon. Je vais pas faire toute ce que Jean-Luc Mélenchon n'a pas grande importance dans cette matière. Non, c'est-à-dire C'est-à-dire que Jean-Luc Mélenchon
est dans une stratégie de la terre brûlée. Et d'ailleurs, la preuve qu'il n'a aucune envie de l'emporter, c'est que si j'étais à sa place, après avoir réalisé le score qu'il a réalisé, eh bien, je chercherais non pas à diviser la gauche, mais à la rassembler. Je chercherais, au contraire, à faire la démonstration que je peux même, au-delà de la gauche, rassembler les Français. Mais n'a-t-il pas raison quand il dit, oui, de toute façon, le PS a décidé de ne pas censurer le gouvernement, donc c'est un allié du gouvernement. Vous avez décidé de ne pas censurer, vous avez décidé définitivement de ne pas censurer le gouvernement? Absolument pas. Je suis même monté à la tribune pour expliquer que nous étions non pas dans un pacte de non-censure, comme nous l'avions proposé initialement, mais qui supposait que le gouvernement abandonne le 49.3 définitivement, change de cap et respecte le Front républicain. Aucune de ces conditions n'ayant été respectées, il n'y a pas de pacte de non-censure. En revanche, il fallait donner un budget à la France pour des raisons que chacun comprend aisément. On ne peut pas vivre longtemps sans budget. Avoir une France sans budget jusqu'à la fin du mois de juin, c'était en réalité prendre un risque considérable pour les collectivités locales, pour les associations, pour le monde économique, pour celles et ceux qui vivent de la commande publique. Donc, motion de censure spontanée le 19 février, Oui. Olivier Faure. Vous voulez faire tomber le gouvernement ce jour-là? Oui. 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 Clairement. Oui. Clairement. Mais à quoi ça sert de faire tomber le gouvernement? Ça sert à en changer, ça sert à faire en sorte que le président de la République peut-être accède enfin à la demande des Français et nomme un premier ou une première ministre de gauche, faire en sorte que nous partions. Nous avons déjà un budget, mais le budget peut être modifié. Il peut y avoir une loi de finances rectificative qui permette, par exemple, de dire que des gens qui, vous avez peut-être vu ce que Gabriel Zucman a publié il y a quelques heures, montrant que aujourd'hui la France est devenue un paradis fiscal pour les milliardaires et que ce sont eux qui payent le moins d'impôts en France, c'est-à-dire qu'ils payent moins d'impôts que vous et moi. Et que ça n'a absolument aucune logique. Et que de demander des efforts aux Français, bien sûr qu'on peut leur demander des efforts, mais enfin, encore faut-il qu'ils soient proportionnels à ce que chacun peut faire. Pardon, mais LFI n'a pas tort. Lorsqu'LFI dit, vous avez empêché la censure sur le budget, vous n'avez pas voulu voter la censure du budget, alors que le budget de la sécurité sociale, hier, la partie recettes, que vous n'avez pas censuré, prévoit baisse de l'indexation sur les arrêts maladie, pas l'indexation, de l'indemnisation sur les arrêts maladie. C'est vrai, une baisse de 100% à 90% pour les fonctionnaires. Baisse des APL, de la prime d'activité, baisse de l'AME, des crédits accordés à l'AME. C'est vrai? Non, ça c'est faux. C'est faux? Non, pas de faux. 110 millions d'euros de baisse? Non, d'abord parce que la loi de financement de la sécurité sociale n'est pas comme le budget de l'État. En fait, ce sont des objectifs qui sont fixés. Et en réalité, il y avait une vraie difficulté avec l'AME, c'est que les Républicains avaient prévu de fixer de nouvelles conditions pour accéder à l'aide médicale d'État. Ça a été battu en commission mixte paritaire et donc désormais, tout étranger en situation irrégulière mais qui est malade, eh bien, pourra se faire soigner. Et là, c'est un guichet qui est en réalité ouvert et qui donc qui reste ouvert. Donc ça, cette histoire-là n'existe pas. Et c'est heureux parce que vous le savez, tous les soignants demandent à ce que ce soit le cas parce que pour des raisons qui sont, par exemple, épidémiologiques, nous n'avons aucun intérêt à ce que des gens qui sont contagieux restent à circuler sans être soignés. Bien, Olivier Faure. La présidentielle de 2027, on parle beaucoup de cela. D'abord, il y aura un congrès du PS. À l'automne, c'est cela, si j'ai bien compris? Je suis en train d'en discuter avec l'ensemble des sensibilités. Je pense avant l'automne. Avant l'automne, l'été prochain. Dans le premier semestre. Premier semestre, avant l'été alors? Je pense plutôt le premier semestre, oui. Enfin, donc au printemps. La discussion n'est pas achevée. Oui, mais donc au printemps. Mais plutôt au printemps. Au printemps. Donc là, vous serez candidat. Oui. À votre succession, oui. Vous serez candidat. Bon. Vous préparez la présidentielle de 2027. J'ai vu les jeunes socialistes et la tribune des jeunes socialistes qui est claire. Nous ne voulons ni de François Hollande, ni de Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que vous êtes d'accord avec eux? Vous ne voulez ni de François Hollande, ni de Jean-Luc Mélenchon, Olivier Faure? Moi, ce que je veux d'abord, c'est que nous puissions fédérer la gauche. Non mais ça, j'ai bien compris. Oui, non, attendez, c'est important. Et j'y viens. Et que je vois que Jean-Luc Mélenchon et François Hollande sont en train d'essayer de reproduire le grand scénario bien connu des gauches irréconciliables, chacun pensant que, en fracturant la gauche, ils seront l'un et l'autre amenés à obliger toute la gauche à se positionner par rapport à eux. Et donc, l'un et l'autre ne cherchent pas à rassembler la gauche, mais au contraire à en occuper
un segment pour pouvoir ensuite être candidat et espérer l'un comme l'autre être celui qui récupère le plus gros des troupes et donc peut-être accéder au second tour. Ce que je crois, c'est que si vous avez ce match qui se reproduit entre Jean-Luc Mélenchon et François Hollande, d'abord vous n'aurez pas 2 candidats à gauche, vous en aurez 4 ou 5, parce que vous ne pourrez pas obliger les communistes et les écologistes à aller se mettre derrière l'un ou derrière l'autre, ce serait leur disparition. Et vous aurez certainement, dans ces cas-là aussi, François Ruffin, Clémentine Autain, l'un de ceux qui ont quitté les Insoumis pour reprendre leur liberté. Et donc, vous aurez une gauche qui sera totalement impuissantée et qui sera, en réalité, dans l'incapacité d'accéder au second tour. Et moi, ce que je veux cette fois-ci, c'est que après 2 élections pendant lesquelles la gauche a été absente du second tour, eh bien, que nous puissions accéder au second tour et que nous puissions battre Marine Le Pen, parce que je crois qu'aujourd'hui, malheureusement pour la démocratie, il n'y a ni chez les LR, ni dans la Macronie, capacité à gagner face à Marine Le Pen, parce que ça fait déjà 10 ans, ça fera 10 ans que ces gens-là gouvernent. Alors, et donc, vous dites nous avons... ni, je vous pose la question franchement, est-ce que vous nous dites ce matin, ni François Hollande, ni Jean-Luc Mélenchon? Oui, je pense que ni l'un ni l'autre ne sont en capacité de rassembler la gauche et que je souhaite au contraire que nous ayons un candidat ou une candidate qui puisse le faire et qui puisse, à minima, puisque Jean-Luc Mélenchon a déjà annoncé qu'il était candidat ou presque à la campagne présidentielle, eh bien je souhaite que dans ces cas-là, il y ait un candidat commun au reste de la gauche qui permette d'accéder au second tour et de l'emporter. Dominique de Villepin? Dominique de Villepin est un personnage intéressant, mais il n'est pas de gauche. Je vous dis ça parce qu'il est candidat à la présidentielle de 2027. Il défend des positions à gauche sur le terrain international, dans tous les cas, et même sur le terrain franco-français. Il a une parole intéressante. Je ne cherche pas à le disqualifier. Et vous-même? Mais Jean-Jacques Bourdin, le moment venu, il faudra d'abord que nous cherchions quel est le mode d'emploi pour parvenir à ce candidat commun. Et à ce moment-là, tout le monde aura sa chance. Mais je ne veux pas que nous puissions rentrer dans un combat dans un jeu de petits chevaux où chacun pense d'abord à lui-même avant de penser à ce qui est l'intérêt général. Ce que je vous ai dit tout à l'heure par rapport à Donald Trump, par rapport à l'état du monde, suppose que nous ayons à un moment conscience de l'intérêt général et que nous nous posions la question de savoir si nous sommes prêts à accepter l'idée que même l'Europe bascule à l'extrême droite. Ça n'est pas rien. Et donc ça suppose que chacun mette un peu ses intérêts propres dans sa poche. Bien, Olivier Faure, un débat sur l'identité nationale ne vous choque pas, c'est ce que vous avez dit hier matin sur RMC. La France, pour vous, doit être métissée, pluriculturelle et plurireligieuse. Hein, on est d'accord. C'est pas qu'elle ne doit pas, c'est pas qu'elle doit pas, elle est. Bon, aucun sentiment de submersion migratoire chez les Français? Non. Non? Bien. Un référendum sur la suppression du droit du sol, vous n'en voulez pas? L'ouverture d'un débat sur le droit du sol, vous n'en voulez pas non plus? Mais moi, la réalité, c'est que le gouvernement gouvernant, il a la possibilité de mettre sur la table tous les débats qu'il souhaite. Et le débat sur le droit du sol a déjà eu lieu en partie la semaine dernière, puisque les LR avaient posé la question s'agissant de Mayotte. Mayotte? Bien sûr. Non, mais avec dans le débat des ministres et des parlementaires qui ont tous annoncé qu'ils souhaitaient que ce soit la pointe avancée du débat et que derrière, on puisse en finir avec le droit du sol pour l'ensemble du territoire et pas exclusivement Mayotte. Donc le débat, il a lieu. Et moi, je ne souhaite pas que, comme ça a été le... On ne touche pas au droit du sol? Non, on ne touche pas au droit du sol. Ça fait partie précisément on touche au droit du de sol l'identité du pays. Mais on ne touche pas au droit du sol en métropole. Mais moi, je souhaite qu'on ne le touche nulle part. La réalité, c'est qu'à Mayotte, il a déjà été restreint en 2008. Et 2018. 2018, avec la loi Collomb. Ça a changé quoi? Rien. L'immigration mahoraise, l'immigration comorienne, et puis du Mozambique, etc., a été multiplié par 10. C'est-à-dire que, en fait, ça n'est pas lié. Pourquoi? Parce que c'est toujours la même chose avec les mouvements migratoires. Les gens ne cherchent pas à calculer en se disant, voilà, si j'accouche dans 16 ans, mon enfant sera peut-être français. Non, les gens, les femmes notamment, qui viennent, eh bien, elles viennent parce qu'elles cherchent tout simplement un endroit où elles pourront accoucher en sécurité. Un endroit où peut-être elles pourront donner un avenir à leurs enfants. Et leur avenir, c'est d'abord manger, tout simplement, boire,
et non pas trouver une nationalité. Et c'est la raison pour laquelle ce débat est absurde. Je rappelle que, y compris pour l'ensemble du territoire, ça concerne qui? Ça concerne, il y a 30 000 demandes anticipées chaque année, et pour ceux qui n'ont pas fait la demande anticipée, c'est 2 000 qui à 18 ans deviennent français par le droit du sol. Donc vous voyez qu'on est là sur un débat qui est monté en épingle, comme si on avait là des hordes de gens qui n'ont pas demandé à être français et qui le deviennent sans le savoir. Bruno Ça n'est pas Retailleau, vrai, parce que, y compris, ce geste doit être accompli parce qu'il faut le demander. Bruno Retailleau et le RN, même combat selon vous? Je vois que maintenant Marion Maréchal, que je vois que les parlementaires du RN, tous demandent à Bruno Retailleau de prendre sa carte à l'extrême droite. C'est donc qu'ils reconnaissent comme l'un des leurs. Il a les mêmes idées? Mais il est en train de les promouvoir. Il est devenu le portier de l'extrême droite. C'est lui qui est en train de leur ouvrir la porte et de faire en sorte que demain, ils puissent, à force d'assumer leurs idées, il est en train de dire, au fond, même la droite dite républicaine, considère que les idées de l'extrême droite ne sont pas des idées aussi intolérables que cela. Une proposition de loi va être défendue demain à propos de l'interdiction d'un mariage lorsque l'un des futurs époux est en situation irrégulière. Faut-il interdire le mariage? La seule chose qu'on doit se poser comme question, c'est est-ce qu'il s'agit d'un mariage blanc ou pas? Et si c'est un mariage blanc, il doit bien sûr être repoussé. Si vous avez des gens qui n'ont aucun lien réel, qui ne vivent pas ensemble, qui ne s'aiment pas, qui sont juste là pour contourner la loi et la frauder, et en réalité simplement permettre à l'un des conjoints d'obtenir la nationalité française, mais alors qu'il n'y a aucune raison de lui accorder, bien sûr que ce mariage ne doit pas être autorisé. En revanche, vous pouvez avoir des gens qui sont en situation irrégulière depuis 5 ans, 10 ans, et qui ont noué des liens affectifs, des liens amoureux avec une personne, et qui à un moment font le choix de se marier, et par le mariage, d'obtenir la nationalité française. Je pense simplement, ma mère n'était pas irrégulière, mais elle était étrangère, et c'est par le mariage qu'elle a obtenu la nationalité française, parce qu'elle aimait mon père. Et donc, et que mon père l'aimait aussi. Donc, voyez-vous, ça me semble assez logique de ne pas penser les choses exclusivement en termes d'OQTF, etc., mais bien en termes de est-ce que c'est un mariage d'amour, un mariage, ou est-ce que c'est un mariage blanc? Voilà le vrai critère. J'ai une dernière question, Olivier Faure. Est-ce que vous avez téléchargé le chat? Pas encore, mais je vais le faire. Vous allez le faire? Oui, absolument. Parce que c'est une intelligence artificielle française. Française, oui. Mistral AI, c'est le nom de l'entreprise. Vous allez le faire? Oui, oui. Et figurez-vous que j'ai même à un moment pensé que Tesla était une marque de voiture qui n'était pas inintéressante. Et j'ai renoncé, évidemment, à chercher à louer... Est-ce que c'est un succès, ce sommet de l'IA à Paris? Enfin, c'est pas terminé. C'est pas terminé. C'est pas terminé. Est-ce que c'est une bonne initiative du président de la République ou pas? C'est une bonne initiative que de chercher à réfléchir sur l'IA. Maintenant, il faut voir ce que donne ce sommet. Et notamment, voir quels sont... l'IA peut être le meilleur et le pire. D'ailleurs, c'est le meilleur et le pire. C'est le meilleur quand ça permet d'aider au diagnostic de maladies qui sont des maladies parfois très rares, qui permet de mieux diagnostiquer les cancers. Ça, c'est très bien. En revanche, si c'est une utilisation qui est une utilisation guerrière, notamment si on ajoute l'intelligence artificielle aux armes aujourd'hui, là, on part vers une forme d'apocalypse annoncée. Donc réglementé, encadré. Réglementé, encadré, parce que, comme toujours, le progrès technologique doit être pensé, doit être encadré. Mais est-ce qu'il ne faut pas d'abord investir avant de réglementer et d'encadrer? Il faut faire les deux à la fois. Il n'y a pas l'un et l'autre. Enfin, l'un ne s'oppose pas à l'autre. Si vous laissez en fait les applications militaires se développer, il sera trop tard ensuite pour les interdire. Donc, il faut bien sûr chercher à veiller à ce que, comme on a veillé à ce qu'il n'y ait pas un développement sur la planète entière de l'arme nucléaire, mais il faut veiller maintenant à ce que les nations ne prennent pas d'un seul coup le chemin de l'IA pour demain avoir des armes qui, par exemple, déterminerait un profil type de ceux qu'on doit abattre et laisser des drones se déplacer et abattre tout ce qui ressemble à quelqu'un qui aurait le profil ici d'un Palestinien, ici d'un Français, ici d'un Ukrainien. Bref, tout ce qui pourrait être demain une forme de déshumanisation. La guerre est déjà une forme de déshumanisation, mais là, ce serait le stade ultime et je crois que personne ne peut le souhaiter. Bien, merci Olivier Faure d'être venu nous voir ce matin sur l'antenne.